Pour beaucoup de gens, la révolution c'est quelque chose qui s'accompagne forcément de beaucoup de morts et de sang versé. Aujourd'hui, on va répondre à ce préjugé-là et on va s'intéresser à la question de la violence en général dans la lutte des classes. Déjà, il faut dire que pour la classe dominante, c'est quelque chose de très important que les gens se disent que la révolution c'est quelque chose de dangereux, de sanglant qu'il faudrait à tout prix éviter. L'idée c'est que les gens se disent que ça demande trop de sacrifices et qu'en quelque sorte ça coûterait plus cher de prendre le pouvoir à la bourgeoisie que de lui laisser. C'est un argument qui marche pas mal sur les gens parce que par défaut, on se dit autant essayer toutes les autres solutions avant d'en arriver là. D'où l'attrait du réformisme sur les masses, qui passe pour une solution plus facile, plus tranquille et moins risquée. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que les grandes organisations de la classe ouvrière, ça fait aussi longtemps qu'elles ont abandonné l'idée d'une révolution violente. Que ce soit le PCF lorsqu'il a abandonné la dictature du prolétariat, ou la France insoumise qui défend une révolution citoyenne par les urnes. Évidemment, le fait que les syndicats et les partis ont abandonné depuis longtemps l'idée de renverser directement la classe dominante, c'est quelque chose qui va peser lourd sur la conscience des travailleurs. De l'autre côté, chez Marx, on va trouver l'idée que la violence, elle a un rôle historique de mettre en pièces la vieille société et d'accoucher de la nouvelle. C'est quelque chose qu'on peut observer dans l'histoire, les exploités, que ce soit dans la lutte des classes ou pour arracher le pouvoir à l'ancienne classe dominante, ils ont toujours eu besoin d'employer un certain degré de violence. Mais à côté de ça, si on regarde les prises de pouvoir de la classe ouvrière dans la Commune de Paris ou dans la Révolution russe, on se rend compte qu'elles ont fait en réalité assez peu de morts. Lorsque le nombre de victimes explose, ça arrive seulement après, lorsque la classe dominante essaie de reprendre le pouvoir. Au début de la Commune, par exemple, c'est la bourgeoisie qui donne l'ordre de tirer sur les insurgés. Et la seule raison pour laquelle il n'y a pas un bain de sang, c'est parce que les soldats refusent et fraternisent avec la foule. Du côté des communards, c'est pas une insurrection pacifique non plus. Les gens sont armés, ils montent des barricades, mais le bilan de la violence est pas du tout le même entre les deux classes. Dans le camp des révolutionnaires, on compte quasiment aucune victime, à part les officiers et les généraux, qui sont exécutés par leurs propres troupes parce qu'ils ont ordonné de tirer. Du côté de la bourgeoisie, par contre, c'est pas du tout la même histoire. Dès le début de la Commune, elle essaie de noyer l'insurrection dans le sang. Encore une fois, ça arrive pas dans un premier temps parce que les soldats refusent. Mais par contre, dès qu'elle va avoir l'occasion de se venger et qu'elle va retrouver des soldats fidèles, la bourgeoisie va massacrer des dizaines de milliers de Parisiens dans la semaine sanglante. Pour la bourgeoisie, ça constitue une violence acceptable. Parce que pour elle, le fait de perdre le pouvoir et de se faire exproprier, ça constitue déjà la plus grande violence qui soit. Du coup, ça paraît normal, entre guillemets, d'y répondre avec toute la violence possible. Et du coup, s'il faut tuer des dizaines de milliers de personnes, femmes et enfants compris, pour mettre fin à la révolution, c'est considéré comme quelque chose de légitime et de nécessaire. Même un Victor Hugo, qui est pourtant pas connu pour son amour du sang, met à égalité la violence des communards et la violence des Versaillais. Tout au plus, il va considérer que la répression de la commune était exagérée, mais en même temps, il considère aussi qu'elle était nécessaire contre une insurrection qu'il considère illégale. C'est-à-dire qu'entre 30 000 morts de la répression d'un côté et le non-respect de la République de l'autre, il trace un trait d'égalité. Cette attitude des intellectuels de la bourgeoisie, elle montre à quel point la morale, c'est une question de classe. Mais ce que ça montre aussi, c'est que lorsqu'ils parlent du côté sanglant de la révolution, ce contre quoi ils mettent réellement en garde, c'est de la quantité de violence démesurée qu'ils sont prêts à employer contre la révolution. Si vous voulez avoir une véritable idée du point de vue de la bourgeoisie sur la violence, il suffit de voir que la moitié des ronds-points et des lycées de France portent des noms comme Adolphe Thiers, Jules Ferry ou Gambetta, c'est-à-dire des types qui ont massacré plus de 30 000 personnes lors de la Commune. Ça montre à quel point la bourgeoisie se fout de la violence, tant qu'elle sert à défendre son régime. Et en même temps, ça montre aussi qu'elle oublie jamais de récompenser les assassins qui ont servi ses intérêts. Un peu comme dans les croisades où l'église lavait les soldats de leurs péchés dans la mesure où ils allaient massacrer des gens en Orient. Dans l'histoire, aucune classe dominante a jamais hésité à employer tous les moyens et toute la brutalité nécessaire pour défendre son régime. Pour elle, la question de la violence se pose même pas, c'est vu comme une réponse logique et nécessaire face à une autre classe ou à un autre pays. Les seuls qui hésitent et qui se posent la question de l'emploi de la violence, c'est toujours les révolutionnaires. Dans la Commune, par exemple, lors de l'assaut des Versaillais sur Paris, les communards avaient des otages. Mais la plupart ont même pas été exécutés, alors même que le camp d'en face était en train de massacrer tout le monde. C'est ça que ça signifie quand on dit que la contre-révolution est nécessairement plus brutale que la révolution. Toujours lorsque la majorité a pris le pouvoir et qu'elle a dû instaurer un nouveau régime, les gens se sont posé la question de quelle quantité de violence et quelle quantité de répression était nécessaire contre l'ancienne classe dominante. Mais que ce soit pour l'aristocratie ou pour la bourgeoisie, la question elle s'est jamais posée. C'est jamais un dilemme moral de massacrer les insurgés. Ou à la limite, à titre individuel, ils vont faire comme Victor Hugo, c'est-à-dire fermer les yeux pendant que leur état mate la révolution et puis se poser les questions morales après. Maintenant, sur la question de la violence, la Commune de Paris, ça reste un exemple assez excessif. Pas par les massacres de la contre-révolution, ça c'est arrivé à plein d'autres moments dans l'histoire, mais parce que les masses ont vraiment payé très cher le peu de violence qu'elles ont employé contre l'ancienne classe dominante. D'ailleurs, c'est une critique que Marx va faire aux communards. Dans la guerre civile en France, il explique qu'ils ont eu tort de pas nationaliser les banques, de pas désarmer la bourgeoisie,
de pas faire tomber son gouvernement. C'est à ce moment-là que Marx commence à parler de dictature du prolétariat, c'est-à-dire de la nécessité pour la révolution de détruire la police, l'armée et les institutions de l'ancienne classe dominante, mais aussi d'employer un certain degré de violence contre la contre-révolution pour éviter de finir comme les communards. Il faut garder en tête que la commune, c'est une révolution qui a fini en martyr et que c'est la raison pour laquelle elle est fétichisée par des courants de gauche extrêmement larges, parfois pas du tout révolutionnaires. Si des réformistes ou des anarchistes peuvent se revendiquer de la commune, c'est justement parce qu'elle s'arrête à l'orée de la dictature du prolétariat. Pour Marx, la question au contraire, ça va être de pousser plus loin ce qui avait déjà été mis en place lors de la commune pour empêcher la bourgeoisie de reprendre le pouvoir et pour éviter la finalité de la semaine sanglante. Maintenant, je vais passer à un deuxième exemple qui est celui de la Révolution russe où les bolcheviks ont justement tenté de tirer les leçons de la Commune de Paris. On parlera de la Révolution russe dans des vidéos dédiées, mais c'est quand même un cas qui est important à aborder ici parce que la bourgeoisie aime bien présenter les bolcheviks comme cette espèce d'épouvantail de la violence révolutionnaire. Et dans les faits, la réalité est très différente de l'image qu'on nous présente. Puisque lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir en octobre 1917, en réalité, ça se fait pas de manière beaucoup plus violente que lors de la Commune de Paris. Il y a eu très peu de coups de feu tirés, et ça pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait plus grand monde qui était prêt à prendre une arme pour défendre le régime. Même la prise du Palais d'Hiver, qu'a donné le film d'Eisenstein où c'est représenté comme une immense bataille héroïque entre les bolcheviks et les blancs, ça s'est fait en réalité avec assez peu de coups de feu. À part quelques coups de canon sur la façade du palais et quelques combats dans les couloirs, il s'est pas passé grand chose. Au total, le bilan de l'insurrection d'octobre dans la capitale, ça fait pas plus d'une dizaine de morts de chaque côté. La partie la plus sanglante de la révolution, elle va venir après, avec la guerre civile. Et encore une fois, comme lors de la commune, c'est la classe dominante qui va déchaîner une violence hors du commun pour essayer d'éradiquer le nouveau régime par tous les moyens possibles. Sauf qu'à ce moment-là, on a déjà eu la semaine sanglante et le massacre des communards, et du coup les bolcheviks ils savent très bien ce qui les attend s'ils perdent la guerre civile. Donc contrairement aux communards, ils vont mettre en place une véritable armée et des moyens de répression pour défendre la révolution. Toute l'hypocrisie de la bourgeoisie par rapport à la guerre civile russe, ça va être d'effrayer les masses avec les crimes des bolcheviks, tout en oubliant de préciser que c'est elle qui a imposé une guerre civile sanglante à la révolution. Il faut voir que dès le lendemain de la prise de pouvoir, la nouvelle Russie soviétique, elle doit faire face à plus d'une dizaine d'armées qui envahissent ses frontières, dont la quasi-totalité des belligérants de la Première Guerre mondiale. Une coalition de cette taille, c'est du jamais vu dans l'histoire, même si on compare ça à la Révolution française. Et en plus des armées étrangères, il y a les armées blanches, qui sont dirigées par des anciens généraux du Tsar, et qui massacrent tous les gens qui sont soupçonnés d'être sympathisants communistes aux quatre coins du pays. Et tout ça, ils peuvent le faire uniquement parce qu'ils reçoivent de l'argent, du matériel, des troupes et des officiers de la part des États français, anglais, américains, etc. Avec le soutien des pays capitalistes, ces armées blanches elles vont mener une des pires répressions contre-révolutionnaires de l'histoire. En Finlande, par exemple, dès 1918, les contre-révolutionnaires, ils ont massacré plus de 20 000 socialistes. Il faut se représenter des troupes qui massacrent tous les syndicalistes, tous les militants et tous les sympathisants bolcheviques sur lesquels ils peuvent tomber et qui enferment leurs familles dans des camps de concentration. À titre de comparaison, sur la même période en Finlande, les bolcheviks ils vont mener 4000 exécutions, c'est-à-dire 5 fois moins que les blancs. Et cette disproportion entre la terreur révolutionnaire et la terreur blanche, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'histoire de toutes les révolutions. Systématiquement, la répression de la contre-révolution est beaucoup plus aveugle et plus brutale. Mais aujourd'hui, lorsque les médias font des documentaires sur la guerre civile russe, ils nous donnent seulement à voir un des côtés de la guerre. Ou alors, lorsqu'ils parlent des massacres des armées blanches, ils se gardent bien de dire qu'ils étaient commis avec le soutien, voire carrément sous les ordres, des États comme la France. Pour la classe dominante, la morale elle fonctionne toujours dans un seul sens, c'est-à-dire qu'elle a le droit d'employer la force, mais les exploités, eux, doivent rester pacifistes. Encore une fois, quand les médias et l'école parlent de la terreur rouge, ils vont bien se garder de mettre en avant ce que disaient à la même époque les alliés de la France et de l'Angleterre. Ou alors, comme je vous le disais, l'État français va faire comme si des massacres commis par des armées qu'il a lui-même financées et équipées avaient rien à voir avec lui. Et si on regarde ce que disaient à l'époque les alliés de la France, c'est-à-dire les généraux blancs dans la guerre civile russe, on voit qu'on est très très loin du pacifisme. Le général Kornilov, par exemple, en 1917, écrit qu'il est prêt à brûler la moitié de la Russie et à exterminer les 3/4 de sa population si ça peut permettre de vaincre la révolution. Ou encore un autre général blanc qui donne l'ordre à ses armées d'exterminer, je cite, les commissaires, les communistes et les juifs avec leurs familles. Il faut bien se dire que c'est ça qui correspondait au camp de la bourgeoisie à l'époque. C'est ces gens-là que soutenaient l'État et les capitalistes français. L'idée ici, c'est pas de vous expliquer que les bolcheviks dans la guerre civile étaient des enfants de cœur. S'ils avaient refusé d'employer la violence contre les armées blanches, ils auraient perdu la guerre et le tsar aurait été rétabli. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que même dans ce cadre-là, dans un contexte de guerre, la violence, elle est pas du tout traitée de la même manière par les deux camps. La répression s'exerce pas dans les mêmes proportions, pareil pour la terreur, qui pour la bourgeoisie est presque un réflexe, quelque chose qu'elle va employer systématiquement. A l'inverse, dans le camp de la classe ouvrière, on voit par exemple que les exécutions d'otages, c'est toujours quelque chose qui va être repoussé en dernier recours, et c'est aussi le cas dans la Révolution russe. Je fais un petit aparté d'ailleurs pour préciser que le fait que la bourgeoisie ne voit les morts que quand ça défend ses intérêts, c'est quelque chose auquel on est très familier aujourd'hui.
Puisque c'est avec cette même morale que les médias et l'État traitent le génocide en Palestine depuis 2 ans. Et qu'on a énormément de gens aujourd'hui qui découvrent à quel point la classe dominante est capable de traiter différemment la violence en fonction de ses intérêts. C'est-à-dire qu'on a un conflit où on a d'un côté les attentats du 7 octobre qui ont fait 1200 morts, et de l'autre, l'État israélien qui a fait plus de 70 000 morts et 200 000 blessés sur la même période. Mais puisque le massacre est mené par un allié des capitalistes et de l'État français, on nous explique qu'il faut tracer un trait d'égalité entre les deux, qu'Israël a le droit de se défendre, etc. Alors bien sûr, il y a sûrement des réactionnaires qui pensent réellement que la vie d'un Israélien vaut la vie de 70 Palestiniens. Mais fondamentalement, c'est surtout que les capitalistes se foutent royalement du nombre de morts, d'un côté comme de l'autre. En fait, on retrouve ce rapport cynique à la violence de la part des classes dominantes dans toutes les situations, que ce soit dans les révolutions, dans les politiques impérialistes ou dans les guerres entre différents pays. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut se demander si une révolution dans les conditions qu'on connaît nous en France aujourd'hui serait nécessairement violente. Et déjà, on peut dire qu'il n'y a pas de raison que ça se fasse de manière plus violente que lors de la Commune ou de la Révolution de 1917. Par contre, un élément qui a énormément changé entre-temps, c'est le poids économique de la classe ouvrière. Et ça, c'est lié à un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est que la principale arme politique du prolétariat, ça a jamais été la lutte armée, ça a toujours été la grève. Même à l'époque de la Révolution russe, dans un pays qui était très peu industriel, c'est la grève qui a paralysé les grandes villes. Aujourd'hui, il faut voir que c'est quelque chose qui peut arriver à une échelle encore plus grande. Vu la place actuelle du salariat dans la production, il suffit que les travailleurs arrêtent de bosser pour que tout le pays se retrouve paralysé. Puisque c'est la classe majoritaire qui fait tourner la société, le salariat il a pas besoin de grande effusion de sang pour s'emparer du pouvoir. On a un bon exemple de ça en France, et c'est mai 68. À l'époque, la grève générale avait totalement paralysé le pays, et à partir de ce moment-là, la bourgeoisie elle peut plus faire grand-chose. Parce qu'elle contrôlait plus rien dans le pays, et elle s'est vite rendu compte que si elle utilisait l'armée ou la police contre les manifestants, ça pouvait vite sceller son arrêt de mort. Dans une situation comme ça, où le pays est complètement bloqué, et où la police et l'armée refusent d'intervenir, ça devient complètement possible de prendre le pouvoir sans tirer un seul coup de feu. Encore une fois, les classes dominantes et les classes exploitées, elles ont pas le même rapport à la violence. Pour la minorité qui dirige, l'outil principal de violence politique, ça peut être que la répression, c'est-à-dire utiliser la police et l'armée contre toute forme de contestation. C'est-à-dire que pour imposer sa volonté à la majorité, la minorité va avoir besoin de faire un usage intensif de la violence physique. Plus simplement, si la majorité prend le pouvoir, elle va pas garder les mêmes outils que la bourgeoisie utilisait pour réprimer systématiquement les masses. À l'inverse, plus un régime protège les intérêts d'une minorité, plus il va avoir besoin de troupes spécialisées pour défendre ses intérêts. Pour dire les choses encore plus simplement, si vous voulez défendre les milliardaires, vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'armes que si vous voulez défendre les intérêts de la majorité. Après, il faut garder en tête que du point de vue de la classe dominante, la grève c'est pas forcément quelque chose de beaucoup moins violent que la lutte armée. D'abord parce que pour la bourgeoisie, voir les masses se soulever et remettre en question son autorité, c'est toujours une vision d'horreur, c'est quelque chose d'extrêmement brutal. Et ça, indépendamment du niveau de violence réelle de la mobilisation. On voit ça très bien dans les médias. Par exemple, dès qu'il y a une grève, on nous parle de prise d'otages. Dès qu'il y a des grosses mobilisations, on nous parle de violence et de débordement, même s'il n'y en a pas dans les faits. Évidemment, tout ça, c'est de la propagande, mais il faut garder en tête qu'à côté, pour les bourgeois, c'est vraiment vécu comme quelque chose de violent. Imaginez par exemple que les masses envahissent l'Assemblée nationale. Pour beaucoup de gens, ce serait vu comme quelque chose de très positif. Mais pour les bourgeois, ce serait une vision d'horreur, et en voyant ça, la plupart auraient des envies de meurtre. Un peu comme Marie-Antoinette à l'époque de la Révolution française, qui était profondément dégoûtée à la vue des femmes et des hommes du peuple armés d'armes de fortune qui marchaient sur Versailles. Elle se foutait pas mal de savoir si cette foule était réellement violente ou non. Ce qui la choquait, c'est que les gens sortent armés dans la rue pour remettre en question l'ordre établi. Pour elle, c'était quelque chose de tellement violent qu'elle considérait que la seule réponse proportionnée, c'était de massacrer tout Paris. Et aujourd'hui, faut pas se dire que les capitalistes y verraient les choses de manière très différente. Pour eux, le fait que les masses entrent en révolution, c'est déjà une raison suffisante pour déchaîner le plus haut niveau de violence possible. Comme je vous le disais plus tôt, pour eux, même la grève c'est considéré comme un acte de rébellion extrêmement violent. Même si aujourd'hui ça se fait plus trop en France, il faut se rappeler qu'à une époque, c'était normal pour les capitalistes d'engager des types pour aller tirer sur les grévistes. Et malgré tout, c'est quelque chose qui existe toujours. Par exemple, dans les années 2010, il y a eu une affaire où un patron est soupçonné d'avoir employé des agents de la DGSE pour assassiner un syndicaliste de la CGT et pour éviter qu'il installe une cellule syndicale dans son entreprise. Et même si c'est devenu plus rare en France, il faut se dire que c'est quelque chose qui arrive encore très régulièrement dans de nombreux pays. En Amérique latine par exemple, où il y a beaucoup de patrons qui considèrent ça normal d'employer la mafia pour tuer des grévistes ou des syndicalistes. Fondamentalement, ça signifie que pour les capitalistes, à la base, c'est considéré comme une réponse proportionnée de répondre à la grève par des tirs à balles réelles. Ça donne une idée du niveau de menace que constitue pour eux le simple fait que les travailleurs s'organisent. Après, le fait que la grève soit un outil très puissant, ça veut pas forcément dire qu'une révolution aurait aucun recours aux armes ou qu'il faut pas désarmer la bourgeoisie. Mais reste que dans l'histoire, la classe ouvrière est souvent arrivée au pouvoir sans tirer beaucoup de coups de feu. Comme je vous le disais plus tôt, dans les conditions actuelles, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Par contre, lorsque la bourgeoisie est pas désarmée, on a aussi vu qu'elle imposait systématiquement un régime de guerre civile. Il faut qu'on revienne rapidement sur cette question de la guerre civile, parce que là aussi, le prolétariat et la bourgeoisie, ils ont des intérêts diamétralement opposés.
Je vous parlais plutôt du général Kornilov qui était prêt à brûler la moitié du pays si c'était nécessaire pour éteindre la révolution. Mais c'est pas un cas isolé, les capitalistes ont la même logique, c'est-à-dire que pour eux, toutes les destructions sont tolérables dans la mesure où elles leur permettent de garder le pouvoir. Pour le prolétariat, c'est tout le contraire, parce que toutes les violences et les destructions qui sont imposées par la guerre civile, elles viennent détériorer les conditions du socialisme. Comme l'expliquait Marx, on peut pas avoir de socialisme dans la misère, alors que la guerre civile, c'est la définition même de la misère. Pour que la révolution puisse être victorieuse, on a besoin de conditions d'abondance dans la production d'un côté, et de l'autre côté que les masses puissent participer à la démocratie du nouvel État ouvrier. En conséquence, contrairement à la bourgeoisie, le prolétariat il a tout intérêt à éviter au maximum les violences et la misère de la guerre civile. Politiquement, il a intérêt à ce que la société elle subisse le moins possible la contre-révolution, à ce qu'elle développe le plus vite possible des conditions d'abondance, et à ce qu'on diminue le plus vite possible le temps de travail et la misère quotidienne des gens. Pour les bourgeois, par contre, c'est pas du tout la même chose, parce que dans la misère généralisée, les riches arrivent toujours à sortir leur épingle du jeu. C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les guerres. Systématiquement, il y a énormément de destruction, mais les capitalistes arrivent à s'enrichir quand même. Le capitalisme, il s'accommode très bien du fait que les masses soient pauvres et qu'elles doivent lutter pour survivre. Pour le socialisme, c'est l'inverse, et c'est pour ça que la Russie soviétique, elle va énormément souffrir de la guerre civile. Pour vous donner une image, la guerre civile russe, elle va quasiment diminuer la production industrielle du pays par 10. C'est absolument colossal, même si on compare ça aux conséquences économiques de la Première Guerre mondiale. En plus de ça, la guerre civile elle va aussi aboutir à l'effondrement de la monnaie, à des famines et à un développement inédit du marché noir. La bourgeoisie, à l'époque, elle a conscience de ça. C'est-à-dire que les capitalistes allemands, français et anglais, ils avaient réellement intérêt à ruiner par tous les moyens le nouvel État soviétique. Tout ça, ça a eu des conséquences désastreuses dans un pays où les conditions étaient déjà très peu favorables au socialisme. C'est-à-dire qu'en 1917, l'industrie était encore très faible et la paysannerie était écrasante. Au final, des conditions qui étaient beaucoup plus proches de la féodalité que des conditions du capitalisme telles que nous on les connaît aujourd'hui. Du coup, au final, même si elles ont perdu la guerre civile, les armées blanches, elles ont partiellement atteint leur objectif, qui était d'étrangler le communisme en Russie. Elles ont effectivement réussi à ruiner le pays, et elles ont renforcé des conditions qui ont abouti au stalinisme et au pourrissement de la révolution. Maintenant, on peut se demander si la bourgeoisie aujourd'hui en France, elle pourrait imposer une guerre civile de ce type. Déjà, c'est pas évident parce que la composition sociale des pays, elle a beaucoup changé. À l'époque, la Russie, elle comptait seulement 10% d'ouvriers. Ça donnait une grosse base sociale de recrutement pour les armées blanches, notamment au sein de la paysannerie. Ça a rien à voir avec la situation qu'on connaît nous, où l'extrême majorité des gens sont des salariés et ont des conditions d'existence qui restent assez similaires. Bien sûr, ça signifie pas que la bourgeoisie ne peut pas trouver des soutiens parmi les travailleurs réactionnaires, mais ça fait quand même un gros facteur en moins, et aujourd'hui ce sera beaucoup plus difficile pour la bourgeoisie de trouver des gens prêts à tirer sur des militants ou sur des syndicalistes. Actuellement, c'est même très improbable que le gouvernement et l'armée arrivent à imposer une énorme guerre civile en France, dans le cas où ils seraient renversés. Il faut garder en tête que les soldats et la police de l'époque, ils étaient habitués à tirer et à tuer des manifestants. Même avec le niveau de violence policière qui est de plus en plus élevé, c'est quand même incomparable avec ce qui existait à l'époque. Actuellement, si on veut spéculer sur comment une révolution se passerait en France, il faut s'imaginer un niveau de violence qui serait beaucoup plus proche de ce qu'a connu la révolution cubaine. C'est-à-dire une révolution qui a fait très peu de victimes, même dans le camp de la réaction, et qui s'est pas suivie par une énorme guerre civile. Pour vous donner une idée des chiffres du nombre de morts pendant la révolution cubaine, même les estimations les plus abusées des journalistes de droite disent au maximum 600 exécutions après la révolution, et on parle des dignitaires et des membres de l'armée de l'ancien régime. Dans les faits, c'est probablement beaucoup moins, et c'est très peu quand on se dit que ces chiffres, ils visent à décrédibiliser la révolution. Si vous comparez ça aux 20 000 morts qu'avait fait la répression du dictateur Batista quelques années plus tôt, c'est absolument rien. Et c'est pas anodin de rappeler ici que Batista était l'agent des capitalistes américains, qu'ils ont soutenu et qu'ils ont ensuite désavoué quand il a trop perdu en popularité. Dans le cas de Cuba aussi, c'est une grève générale qui va paralyser le pays et qui va permettre à la guérilla de s'emparer du pouvoir sans avoir à mener trop de combats. Si on a une révolution demain, il faut plutôt imaginer un scénario de ce type, plus au niveau de la grève même que de la guérilla. A l'inverse, ce serait très anachronique d'avoir un cas où la France serait envahie par toutes les armées de tous les pays voisins, comme en 1789 ou en 1917. D'ailleurs, si on regarde dans le monde d'aujourd'hui, les moyens de lutte qui sont utilisés contre les révolutions, elles sont souvent d'ordre économique. Pas parce que des pays comme les États-Unis sont devenus pacifistes, ils ont gardé leur bonne vieille méthode comme on a pu le voir dans le coup d'État au Venezuela récemment, mais parce que c'est la méthode la plus efficace. Le plus probable actuellement, si un pays se retrouve isolé après une révolution communiste, c'est qu'il se prenne une violente série d'attaques économiques, à l'image des méthodes que les États-Unis utilisent depuis des décennies contre Cuba et contre le Venezuela. Et pour répondre à ces attaques, une révolution communiste, elle aura pas 30 000 autres moyens que de s'appuyer sur l'internationalisme. Parce que les seuls à pouvoir empêcher des États bourgeois de s'attaquer à la révolution, ça reste les mouvements ouvriers des pays en question. C'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, notamment dans le cas de la révolution russe. Dans des pays comme en France, en Allemagne ou en Angleterre, le mouvement ouvrier, il a bloqué les envois d'armes et il a menacé la bourgeoisie de son pays pour éviter qu'elle s'attaque à la révolution. Ça n'a pas complètement empêché les interventions étrangères contre la Russie, mais s'il n'y avait pas eu ce soutien-là,
là, c'est très probable que les bolcheviks auraient perdu la guerre civile. D'ailleurs, à l'époque, Lénine y parle régulièrement de cette nécessité d'avoir un soutien international et de briser l'isolement de la révolution. Il va même jusqu'à dire que l'avenir du communisme en Russie à l'époque, il dépend entièrement de la victoire de la révolution allemande. D'ailleurs, sur la même période en Allemagne, on a Rosa Luxembourg qui dit plus ou moins la même chose. Juste avant de se faire assassiner, elle écrit que le mouvement ouvrier de son pays n'a pas été à la hauteur et qu'il n'a pas été capable de venir au secours de la révolution russe. A l'inverse, si l'Allemagne était devenue socialiste en 1919, les bolcheviks ils auraient pu éviter la guerre civile et toute la misère qui va avec. Avec le soutien d'une grande puissance industrielle comme l'Allemagne, l'histoire de l'URSS aurait été très différente. Au final, pour éviter que la révolution subisse des violences et en particulier économiques, les meilleurs moyens ça reste d'une part la grève et les pressions, mais surtout que les classes ouvrières d'autres pays viennent briser l'isolement de la révolution. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous aider à la diffuser. Et si vous voulez nous aider à propager les idées du marxisme, vous pouvez nous contacter directement sur notre site ou sur notre compte Insta.